revue de presse du vendredi 3 novembre. Voici les titres de l'actualité. Pour commencer, je vais vous parler de la revue Santé. Ma collègue Laura God vous présentera la revue Politique. Ensuite, ma collègue Julia Marot, la revue Sécurité. Lily Pouillot vous présentera la géopolitique et Rita Oustad, la revue Financière. La revue Santé. Donc le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2024, discuté à l'Assemblée nationale, promet des changements importants dans le paysage de la santé en France. Bien que ce texte ait suscité des débats assez houleux, le gouvernement envisage de l'adopter sans débat en utilisant l'article 49.3, donc ce qui soulève des préoccupations chez les députés de l'opposition. Donc l'un des points principaux de ce projet est la volonté de réduire les dépenses de la branche maladie pour économiser 3,5 milliards d'euros en 2024. Pourtant, certaines mesures visent à améliorer l'accès aux soins pour la population. Voici quelques-unes de ces mesures qui pourront influencer la vie quotidienne des Français. Donc alors qu'il avait été annoncé par Emmanuel Macron en décembre 2022 pour les moins de 26 ans, le PLFSS 2024 prévoit de couvrir tous les modèles et marques de préservatifs. De plus, un amendement déposé par les députés de la majorité vise à inclure les préservatifs féminins. Donc, ensuite, le remboursement des protections menstruelles réutilisables devrait aider les femmes de moins de 26 ans et les bénéficiaires de la complémentaire santé solidaire à faire face à la précarité. Donc une autre mesure importante est la mise en place d'une campagne de vaccination gratuite contre le papillomavirus pour les élèves de 5e. Donc cette initiative vise à augmenter la couverture vaccinale et à réduire les risques liés au HPV. Donc afin de lutter contre les pénuries de médicaments, le gouvernement prévoit de rendre la délivrance à l'unité obligatoire pour certains médicaments en situation de pénurie, ce qui devrait aider à prévenir la constitution de stocks inutiles. Donc de plus, l'exécutif envisage de restreindre la prescription d'antibiotiques par téléconsultation pour éviter les abus et garantir une utilisation appropriée des antibiotiques. Donc une autre mesure cruciale répond à la croissance des arrêts de travail frauduleux, où le gouvernement vise à renforcer la surveillance de ces arrêts de travail. Donc cela se traduit par des contrôles plus stricts, plus fréquents, des médecins émetteurs et des sanctions plus sévères en cas d'arrêt de travail injustifié. Et enfin, le PLFSS envisage d'autoriser les pharmaciens à délivrer des antibiotiques sans ordonnance pour des cas de cystite, d'angine, à condition qu'un test rapide d'orientation diagnostique soit effectué. Donc, en conclusion, le projet de loi de la finance de la sécurité sociale pour 2024 comporte des mesures destinées à améliorer l'accès aux soins et à renforcer la gestion des dépenses santé. Donc ces changements auront un impact direct sur la vie quotidienne des Français et la manière dont ils accèdent aux soins de santé. Donc maintenant, nous allons passer à la revue politique avec ma collègue Laura God. Donc bonjour à tous, merci Chloé donc pour cette revue santé. Maintenant dans la partie politique, nous nous pencherons donc sur les événements récents qui ont abouti à une crise politique majeure aux États-Unis, entraînant des conséquences politiques, économiques et internationales suite à l'incapacité du Congrès à surmonter ces divisions. En effet, au cœur de la capitale nationale des États-Unis, une crise politique sans précédent secoue les fondements du Congrès américain. Au sein de la Chambre des représentants, la quête désespérée pour élire un nouveau speaker a révélé des divisions profondes et des désaccords idéologiques au sein du Parti républicain. Donc ces conflits internes ont abouti à une paralysie politique, mettant en danger le fonctionnement même du gouvernement fédéral. La crise a éclaté après la destitution de l'ancien président de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, il y a 3 semaines. Ainsi, après des semaines de lutte interne, les républicains à la Chambre des représentants ont finalement désigné Mike Johnson de Louisiane donc comme leur nouveau candidat au poste de speaker. Mais afin de bien comprendre cette crise, donc revenons rapidement sur le statut donc de speaker. C'est un rôle central donc, dans le fonctionnement du gouvernement américain. C'est une figure clé dans le processus législatif et politique du pays. En effet, aux États-Unis, le terme speaker fait référence au président de la Chambre des représentants, l'une des 2 chambres du Congrès américain. Le speaker est le chef de la majorité au sein de la Chambre des représentants et est élu par les membres du parti majoritaire. C'est l'un des principaux leaders politiques du pays.
en endossant des responsabilités cruciales telles que présider les débats, influencer l'ordre du jour ou la succession présidentielle. Ainsi, la nomination de Mike Johnson comme candidat intervient à la fin d'une journée tumultueuse, illustrant le chaos dans lequel est plongé le Congrès américain. Johnson, cependant, fait face à des obstacles importants avant de pouvoir occuper le perchoir, témoignant ainsi des divisions au sein du parti politique. Donc, en effet, initialement, les républicains s'étaient entendus sur le nom de Tom Emmer, donc numéro 3 du parti de la Chambre et voix de l'établissement, donc du parti, pour le poste de speaker. Cependant, plus d'une vingtaine d'élus trumpistes avaient en effet rapidement indiqué qu'ils ne les soutiendraient jamais lors du vote en séance plénière, alors même que les républicains ne disposent que d'une très mince majorité à la Chambre des représentants, conduisant ainsi à l'abandon de sa candidature. Donc ces divisions au sein du Parti républicain ont paralysé la Chambre des représentants, empêchant toute avancée législative significative. Donc l'incapacité à élire un nouveau speaker a des conséquences très graves. Sans lui, aucun vote sur un projet de loi n'est possible, mettant en danger des mesures cruciales, telles que l'envoi d'une aide d'urgence à Israël et à l'Ukraine. De plus, faute de vote sur le budget fédéral pour 2024 d'ici le 17 novembre, l'administration fédérale risque une paralysie, avec des centaines de milliers de travailleurs temporairement renvoyés chez eux, sans salaire. Donc les dysfonctionnements au sein du Parti républicain ont suscité des critiques sévères, tant au niveau national qu'international. Les alliés des États-Unis, dont l'Ukraine et Israël, comptent sur leur leadership. Cependant, les querelles internes au Congrès ont amené la porte-parole donc du Comité national démocrate, Sarafina Chitika, à dénoncer le comportement des républicains, donc les accusant de tourner le gouvernement en dérision et d'embarrasser le pays sur la scène mondiale. Donc la situation reste fluide et le feuilleton parlementaire promet de nombreux rebondissements dans les jours et semaines à venir. L'incertitude, donc persistante quant à la direction future du Congrès américain, continue à alimenter les inquiétudes quant à la capacité donc du gouvernement à fonctionner efficacement et à répondre aux défis nationaux et internationaux. Donc je vous laisse maintenant avec ma collègue Julia Marot qui va vous présenter la revue Sécurité. Merci. À présent, nous allons passer à la rubrique sécurité. Depuis le début du conflit israélo-palestinien le 7 octobre 2023, de nombreuses alertes à la bombe ont été répertoriées en France. En effet, c'est près de 70 fausses alertes à la bombe qui ont visé des aéroports français depuis mercredi. En effet, ce conflit a suscité l'engouement de nombreux pays et des répercussions n'ont pas tardé à apparaître partout dans le monde. De nombreuses attaques et attentats ont été recensés, la sécurité a donc été renforcée dans la majorité des pays pour faire face à l'augmentation de la menace terroriste, mais ce n'est pas tout. La France a donc dû faire face depuis plusieurs jours à de fausses alertes à la bombe dans un grand nombre d'établissements et notamment au sein des principaux pôles de transit français. Ainsi, les aéroports de Bordeaux, Lille, Beauvais, Nantes, Toulouse, mais aussi de Lyon, Pau, Nice et bien d'autres ont été évacués et les aéroports de Roissy-Charles de Gaulle et Orly ont eux aussi reçu des menaces mais n'ont pas jugé nécessaire d'évacuer. Les autorités ont découvert que ces informations erronées ont été envoyées depuis, je cite, quasiment toujours la même adresse email située en Suisse, a indiqué le ministre des Transports, Clément Beaune. En étant situés en dehors de l'Union européenne, les auteurs de cet email peuvent être hors de portée de certaines sanctions de l'Union européenne. Le ministre des Transports a donc invité les sites hébergeurs de ces fausses menaces à aider les autorités françaises en soulignant la responsabilité de chacun dans la diffusion d'informations erronées, quelles qu'elles soient, et leurs répercussions. Il évoque également le rôle des différentes plateformes, y compris des réseaux sociaux, et souligne l'importance pour ces plateformes de ne pas être le support de ce genre d'attaque et de coopérer le plus vite possible, que ce soit avec l'aviation française ou bien tout simplement avec la justice. Il dit que faire de fausses alertes est extrêmement dangereux, car cela mobilise les forces de sécurité pendant plusieurs heures et oblige à une évacuation dans certains cas, de sorte que les gens se rassemblent à l'extérieur, ce qui est aussi très problématique quant à la sécurité. Clément Beaune a donc indiqué avoir demandé à chaque aéroport, à chaque alerte, qu'elle soit reçue par mail ou par appel téléphonique, de systématiquement porter plainte. Cela nous rappelle combien il est important de vérifier constamment l'information partagée, ainsi que de varier ses sources, et ce, notamment dans un contexte tendu, propice aux fake news et où l'opinion publique peut facilement être manipulée. À présent, la revue Géopolitique par Lily Pouillot. Merci Julia pour cette rubrique sécurité. Nous allons à présent voir la rubrique géopolitique. Le président de la République s'est rendu le 24 octobre en Israël pour rencontrer des familles de victimes françaises du Hamas, puis le président israélien et son gouvernement
et en Cisjordanie occupée, où il a retrouvé le président de l'autorité palestinienne. Emmanuel Macron achève une journée de déplacement en Israël et en Cisjordanie occupée, un peu plus de 2 semaines après l'attaque du Hamas sur Israël. Il a rencontré dès sa sortie de l'avion une trentaine de membres de familles de victimes du Hamas dans un salon de l'aéroport de Tel Aviv. 18 familles, dont celle de Mia Shem, la seule otage française actuellement dans la bande de Gaza. Le président français s'est ensuite rendu à Jérusalem pour rencontrer le Premier ministre Benjamin Netanyahou, le chef de l'opposition Yair Lapid et son homologue israélien Isaac Herzog. Face à son homologue israélien, Emmanuel Macron a renouvelé la solidarité de la France avec Israël aujourd'hui et demain, assurant que les attaques du 7 octobre étaient un choc immense pour la planète entière, en particulier en France. Il dit « Je partage votre point de vue selon lequel le premier objectif que nous devons aujourd'hui avoir est la libération de tous les otages sans aucune distinction ». Plus précisément, Emmanuel Macron a soutenu l'idée que la cause palestinienne doit aussi être entendue, indépendamment du soutien français envers Israël. Selon le chef de l'État français, le retour à la paix entre les deux territoires ne peut venir que d'une bonne réponse de la part d'Israël en acceptant les droits légitimes des Palestiniens à avoir un État. Cette revendication sera, selon le président français, suivie de la sécurité d'Israël, le respect du droit humanitaire et l'ouverture d'un horizon politique. Une position qui ne pouvait pas plaire à Benjamin Netanyahou, partisan d'une ligne de fermeté absolue et sans concession avec la bande de Gaza. Le leader du gouvernement israélien, issu d'une coalition extrême droite, a de son côté invoqué une bataille de son pays contre l'axe du mal, représenté par l'Iran, le Hamas et le Houthis. En déplacement à Ramallah, en Cisjordanie occupée, le président français Emmanuel Macron a affirmé que l'attaque du Hamas contre Israël était aussi une catastrophe pour les Palestiniens, que le mouvement islamiste ne représentait pas les Palestiniens, et a déclaré que rien ne saurait justifier les souffrances des civils de Gaza. Il dit même « Une vie palestinienne vaut une vie française qui vaut une vie israélienne ». Le président français est le premier dirigeant occidental à se rendre au siège de l'autorité palestinienne depuis le début de la guerre. Emmanuel Macron a également estimé que l'avenir des Palestiniens passerait forcément par une lutte sans merci et sans ambiguïté contre le terrorisme, appelant à une coalition pour lutter contre le Hamas dans la même logique que celle choisie pour lutter contre le groupe de l'État islamique. Merci Lily pour cette revue géopolitique. Passons maintenant à la revue finance. Donc, en finance, premièrement, il y a une hausse du CAC 40, une hausse de 0,81%, notamment due à l'augmentation des profits principalement de ces 4 entreprises françaises-là, notamment avec Bouygues qui a une hausse de 4,15%. Ensuite, nous avons une baisse du pétrole Brent de 0,18%. Une baisse de l'once d'or de 0,59%, notamment due à la crise dans la zone euro et du coup à la perte de confiance des consommateurs. Une baisse également de l'équivalence euro-dollar de 0,49%, notamment due au mouvement des capitaux vers la zone dollar, ce qui entraîne une dépréciation de l'euro vis-à-vis du dollar. Ensuite, le VIX est en baisse, notamment dû à la hausse du CAC 40, ce qui fait que les marchés sont beaucoup plus stables et beaucoup plus optimistes. Donc le VIX index baisse. Et enfin, une baisse du Bitcoin de 0,47%. Pour la question, nous vous proposons un débat sur le conflit israélo-palestinien avec, selon vous, l'intervention des pays externes au sein des conflits est-elle légitime ? Merci de votre écoute.